suffit de quelques petits bip-bip et on sait tous et toutes où on est exactement. On a l'impression d'être dans un commerce. Ce petit bip qui vient avec presque tous les achats, c'est devenu un son qui est banal. On le remarque presque plus, à moins qu'on vous le passe dans les oreilles à la radio. Passer des codes barres devant un lecteur optique, c'est un geste qui est simple. On l'imagine, on le voit aussi qui est machinal. Mais avant les années 70, c'était considéré comme de la pure science-fiction. C'est apparemment simple, mais ce code, c'est le résultat de 20 ans de réflexion et de développement technologique. Et comme ce mois-ci, on souligne les 45 ans de cet étiquetage, Renaud Manugera-Gagné, vous y consacrez votre capsule historique. Le code barre, c'est peut-être pas ce qui est le plus passionnant dans la vie, mais pour certains, c'est une technologie qui aurait sauvé le commerce de détail de sa propre popularité. Oui, non, c'est vrai, parce que, bon, à première vue, le code barre, ça n'a pas l'air de grand-chose. C'est un petit carré rempli de lignes noires et blanches qu'on trouve en bas de tous les objets qu'on achète. Mais quand il est arrivé sur le marché, c'est presque la réponse aux prières que faisaient les commerçants depuis 40 ans. Donc, pour comprendre l'importance que ça avait, faut qu'on revienne un peu en arrière. Donc, au début du commerce au détail, toutes les transactions avec une caisse enregistrée, ça se faisait manuellement. Donc maintenant, imaginez si on procédait encore de cette façon-là, encore aujourd'hui. Donc si on ajoute juste 3 minutes d'attente par client, le temps qu'on entre le prix de chaque item dans la caisse. Là. Pensez à la file d'épicerie où on passe une partie de nos soirs ou nos fins de semaine. Je pense que ce serait assez exaspérant pour tout le monde. Mais dites-vous que pour les propriétaires de magasins, eux étaient vraiment du même avis. Pour eux, les détails à la caisse et les inventaires quotidiens pour savoir ce qui avait été acheté dans leur magasin, c'était vraiment une perte de profit. Et donc, c'était urgent de développer un système d'étiquetage automatisé et le code barre a réglé le problème. Comme on peut d'ailleurs l'entendre dans ce témoignage d'Arnold Sobriand. Lui, c'est le directeur de projet pour la chaîne de magasins Steinberg, dans une entrevue qui avait été réalisée par Simon Durivage en 1975. Le premier, c'est la rapidité éventuelle à la caisse. La caissière peut aller beaucoup plus vite avec le système parce qu'elle n'a pas besoin de concentrer sur le prix et le poinçonné. Il y a définitivement un accroissement dans la productivité de la caissière. Une deuxième chose, c'est ça diminue beaucoup les erreurs parce que lorsqu'on poinçonne un prix, on peut faire une certaine erreur. L'ordinateur ne fait pratiquement pas d'erreur. Ah, les promesses évoquées du code barre, c'était en 1975, mais Renaud, il aura fallu beaucoup de temps entre la conception du fameux code barre et son arrivée dans les magasins. Oui, parce que même si l'idée du code barre est apparue dans les années 40, il faudra quand même presque 30 ans pour que la technologie nécessaire à son fonctionnement finisse par être disponible. Donc, le concept a été élaboré par Norman Woodland et Bernard Silver. Eux, c'est deux ingénieurs et inventeurs qui ont gradué de l'université Drexel à Philadelphie. Donc, c'est Woodland qui en a eu l'idée initiale dans un moment d'épiphanie sur une plage à Miami. Donc, lui raconte tout le temps que il tentait d'imaginer un symbole qui incorporait de l'information numérique à peu près de la même manière que le fait un code Morse. Donc, il traçait des points et des lignes sur la plage et dans un moment de paresse, il a laissé traîner ses doigts dans le sable et s'est retrouvé en face de lignes de différentes largeurs. Et là, ça a cliqué. Donc, ça, c'est la genèse du code barre apparemment. Mais cette première version, elle allait quand même pas donner le code barre tel qu'on la connaît aujourd'hui parce qu'au lieu d'un rectangle, Woodland, lui, avait imaginé un cercle, donc un peu comme une cible, dont les lignes pourraient être lues sur 360 degrés. Mais ces lignes-là, comment est-ce qu'elles pouvaient contenir de l'information? Bon, le principe est relativement simple, mais pour rester clair, on va expliquer celui qu'on retrouve dans les magasins aujourd'hui. Donc, on sait à quoi ces codes ressemblent. Oui. C'est des rectangles blancs avec des successions de lignes, de bandes noires et blanches de largeur différentes. Ce qu'on sait moins, c'est que dans le fond, ce rectangle est composé de 95 lignes de largeur égale qui chacune vont porter une couleur noire ou blanche. Donc, les bandes noires plus large qu'on voit sur les codes barres, en fait, c'est simplement plusieurs lignes noires collées les unes aux autres. Donc, quand la lumière laser vient frapper le code, les lignes noires vont absorber cette lumière et l'empêcher d'être reflétée. Alors qu'à l'inverse, les lignes blanches, elles, vont renvoyer la lumière laser vers un scanner qui va capter l'information et la transmettre à un ordinateur. Puis pour l'ordinateur, ces lignes blanches qui vont refléter la lumière, ça symbolise un 0. Et les bandes noires qui vont l'absorber, qui reflètent rien, ça va être un 1. Et voilà. Qui, au final,
final, ça nous donne une suite binaire de 95, 0 et 1 que l'ordinateur va associer à un numéro de 12 chiffres, les mêmes qu'on voit juste en dessous du code barre d'un produit. Et donc, ces chiffres vont être associés à une compagnie et un objet en vente dans une base de données. Et il y a aussi des bandes au début et à la fin du code qui vont indiquer à la machine l'orientation de ce rectangle. Oui, parce que là, vous parlez du rectangle, mais si on vient, Renaud, au code en forme de cible, le premier qui a été imaginé sur la plage, là-bas, qui a été imaginé par Woodland. Woodland avait une bonne idée, mais il n'y avait pas la technologie pour la mettre en place. Donc, le laser dont on avait besoin, par exemple, lui n'a été inventé qu'en 1960. Ah oui. Donc, en 52, Woodland et Silver utilisaient une ampoule de 500 watts et l'appareil qui était capable de lire le code avait la taille d'un bureau. Donc, si on ajoute à ça les ordinateurs de l'époque, le résultat final était énorme, peu maniable et hors de prix. Donc, il faudra attendre 20 ans pour que les choses recommencent à avancer. Donc, en 1973, il y a un regroupement des plus grands commerçants américains qui ont lancé un appel pour qu'on crée un code universel d'identification des produits. Et il y a 14 compagnies qui vont soumettre un projet. Donc, parmi elles, il y avait la compagnie d'audio-vidéo RCA qui avait acheté le brevet de code circulaire de Woodland. Et la plupart des autres compagnies soumissionnaires travaillaient sur une variation de ce principe-là. RCA était le favori jusqu'à l'arrivée d'IBM et d'un de ses ingénieurs nommé George Laurer. Lui, il n'était pas convaincu que le code en forme de cible, c'était le plus simple et il va le réimaginer sous forme rectangulaire. On peut d'ailleurs l'entendre à ce sujet dans une conférence qu'il a donnée à Louisville, au Kentucky, en 2011. My manager came to me and he says, George, I'm going on vacation for 2 weeks. Mon patron est venu me voir et a dit, George, je pars en vacances 2 semaines et à mon retour, tu fais une présentation au patron d'IBM pour notre projet de code-barre circulaire. Je trouvais que l'idée initiale de Woodland était brillante, car on pouvait lire son symbole dans tous les sens, mais plus j'y pensais, moins je l'aimais. L'impression d'une série de fins anneaux concentriques présentait trop de risques d'erreur avec les imprimantes de l'époque, et ce cercle prenait trop de place. I'm racking my brain trying to figure how am I going to write this paper. On a conçu une forme rectangulaire plus simple et proposé un laser en forme de croix, ce qui doublerait les chances qu'il soit lu. J'ai montré le tout à mon patron à la veille de la présentation. Il était trop tard pour qu'il change quoi que ce soit, alors il m'a fait comprendre que si j'échouais, ce serait ma carrière qui prendrait fin, pas la sienne. On devine qui a gagné, Renaud. Oui, il a pris des risques, mais ça a payé, il a réussi à avoir un bon résultat. Donc, on a qu'à regarder n'importe quel objet aujourd'hui pour comprendre que c'est vraiment le rectangle qui l'a emporté. On a donné le nom à ces rectangles du PC pour Universal Product Code et c'est devenu le code barre tel qu'on le connaît. Un an plus tard, le 26 juin 1974, le premier objet à être scanné devant les caméras, c'était un paquet de gomme Juicy Fruit dans un magasin de la ville de Troy en Ohio et le choix, c'était pas un simple placement de produit, ça avait été pensé pour montrer que même les plus petits objets pouvaient arborer un code barre fonctionnel. Bon, les fabricants n'étaient pas heureux à l'idée de devoir ajouter un code barre sur leurs produits, mais ils se sont laissés convaincre parce que ça leur permettait d'obtenir plus facilement des statistiques sur les habitudes de vie des consommateurs. Bon, faudra quand même plusieurs années pour que le concept se répande dans les commerces et les clients étaient initialement pas convaincus, comme on peut l'entendre dans ce Vox Pop qui a été pris à la sortie d'un magasin Steinberg en 1975. Quand tu vas avoir une petite idée de ce que tu veux dépenser, là, je veux dire, il n'y a pas moyen de calculer. Bien, c'est pour marcher avec les computers. Ils peuvent dire exactement quel prix que c'est, mais pour le consommateur, c'est bien embêtant. Il faut attendre d'avoir notre facture pour vérifier le prix. Si c'était marqué sur l'étiquette, sur notre boîte, là, j'aimais beaucoup mieux ça avant. Le numéro, c'est 76 188 0 1 3 3 0. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne sais pas au juste. Ils étaient perplexes. Ils étaient perplexes, mais bon, finalement, là, ça s'est imposé. Au début des années 80, il faut dire, il y a 10% des magasins qui étaient équipés de machines qui pouvaient lire ces codes. Mais là, avec la décennie, il s'est imposé partout. Il a largement dépassé l'univers du commerce. Maintenant, on utilise des codes barres dans les systèmes de santé, dans les services postaux et tout ce qui nécessite un suivi d'une grande quantité de données. Ah ben, merci. Très belle histoire.